Alors, nous vous remercions, Monsieur de Luyermos, pour votre intervention et pour cette analyse qui n'est pas seulement comparative de la révolution de 1848 entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Vous nous avez d'abord expliqué cette connexion entre les trois espaces au démarrage et le caractère polycentrique de ces révolutions. On a bien vu qu'il y a une récupération de références communes entre les pays et qu'il existe des liens entre les foyers révolutionnaires, transit des idées et des hommes par exemple. Enfin, merci de nous avoir éclairé sur ces liens qui associent les événements entre eux et la complexité des relations de causalité, que ce soit au sein de chaque dynamique révolutionnaire ou bien entre les différentes révolutions. Merci. Donc nous allons désormais pouvoir débuter à une séance de questions avec l'auditoire. Pour ouvrir la discussion, je me permets de poser une première question. Donc une question à propos d'un élément essentiel que l'on peut retrouver à plusieurs reprises dans votre intervention, c'est la barricade. Donc comment la barricade parvient-elle à devenir un symbole de 1848 que l'on peut retrouver au niveau européen ? Y a-t-il une diffusion de la pratique des barricades dans l'Europe ou est-elle déjà présente aussi considérablement dans les révolutions précédentes et dans la culture révolutionnaire ? Et enfin, techniquement, quels sont les transferts de savoir-faire et par quelles personnes ? Alors, merci pour cette première question. Merci pour le retour. Mais vous avez tapé ça directement ou... Ah bon, d'accord. Je me suis dit, ils ont déjà les réactions. Je crois que c'était tapé sur le... D'accord, c'est fait à la main. Vous me rassurez. Je me suis dit, mince, j'ai eu un espace, j'ai un trou spatio-temporel. Je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Incroyable. Bon, oui, merci pour la question, donc, qui est excellente. Je vais vous répondre, mais ma réponse, c'est juste un résumé de l'ouvrage de Marc Trogot, qui est excellent, mais qui donne vraiment les éléments en tant que tels. La barricade, les points de départ, c'est les expériences au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle de la Fronde, c'est-à-dire ce moment où les Parisiens mettent des chaînes pour empêcher la circulation des troupes dans Paris. Et après, il ne se passe rien. Et on voit réémerger des barricades un petit peu en 1789, il y en a une ou deux, mais pas beaucoup. Il y en a quelques-unes en Hollande pendant la République batave, mais c'est vraiment rien. Le vrai moment de la barricade, en fait, c'est 1830. Elles se mettent en place en France, et puis elles commencent à se diffuser dans toute l'Europe. Ce que fait 1848, c'est un changement d'échelle. C'est-à-dire que c'est déjà présent en 1830, mais en 1848, c'est vraiment toute l'Europe qui utilise la pratique de la barricade. Et pourquoi ça peut se diffuser autant ? C'est parce que justement, il y a déjà ces précédents-là, c'est-à-dire que les gens l'ont déjà associé à un symbole révolutionnaire. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'en 1848, la barricade devient le symbole de la révolution par excellence, au moment même où elle perd son efficacité. Je m'explique. Auparavant, lorsque vous mettiez des barricades dans les rues, on va prendre Paris, parce que c'est évidemment ce que je connais un peu mieux, les barricades empêchent littéralement les troupes d'intervenir. C'est-à-dire qu'elles forcent les troupes à se disperser en plusieurs groupes, elles sont bloquées à chaque barricade, et les insurgés qui sont dans les immeubles peuvent à la fois tirer dessus, mais aussi envoyer du mobilier, etc. Et ça coince littéralement la possibilité d'avancer des troupes. Donc c'est un outil révolutionnaire efficace. En 1848, c'est plus le cas. À partir de juin 1848, Cavaignac, donc le fameux général qui va massacrer les ouvriers en juin, comprend la technique. Et en fait, ce qu'il fait assez intelligemment en juin 48, c'est qu'il laisse les ouvriers développer leurs barricades. Il repère les points où ils sont le plus amassés. Et au lieu de se disperser dans la ville, il va taper directement dans ces points à coups de canon. Et avec le canon, évidemment, la barricade est inefficace. Et par la suite, l'intérêt de la barricade, c'est qu'après 1948, elle devient un symbole révolutionnaire qui crée le signal d'une révolution, mais qui n'a plus d'efficacité contre les troupes qui connaissent en quelque sorte la technique. Au moment de la Commune, les troupes, elles se cassent pas la tête, elles détruisent l'intérieur des maisons. Donc vous mettez votre barricade, on casse le mur, on passe, on casse le mur, et puis c'est fini. C'est assez efficace. Éventuellement, si vous avez un canon, vous tirez dedans et ça passe bien. Alors, et simplement, au niveau symbolique, ça dure jusqu'à, en 2006, à Oaxaca, il y a eu un mouvement d'instituteurs très important qui était à tendance insurrectionnelle. Ils ont mis en place des barricades. En face, il y avait des chars. Donc elles ne servent à rien en termes d'efficacité au combat, mais symboliquement, c'est le signal qu'on est en révolution. Donc il y a une partie de la population qui s'est défaite de ce qui est représenté par le pouvoir. Et donc elle est promise encore probablement à un bel avenir. Alors sur les circulations des pratiques, c'est assez bien établi, mais il y a beaucoup de travaux qui restent à faire. Les journaux, bien sûr. Les exilés politiques, puisqu'en 1830, ils ont circulé dans toute l'Europe. Et on les retrouve à Genève, à Londres
et à Paris. Et puis, ce qu'on connaît moins, mais qui devrait faire l'objet de travaux à l'avenir, c'est les circulations d'ouvriers, notamment des ouvriers qualifiés qui circulent beaucoup d'un espace à l'autre et qui transportent avec eux un savoir-faire technique, mais aussi un savoir-faire politique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions? Bonjour, Loïc Bilger, étudiant en L3 Histoire. Alors vous avez mis en avant les liens très forts en fait, entre les différents pôles de la Révolution, et notamment à travers la circulation du coup, de certains militants révolutionnaires et des idées et des références à la Révolution. Pour autant, vous avez aussi rappelé qu'il y a des différences en fonction des blocs et des différents mondes culturels, en fait, des différents blocs nationaux. Mais partant de là, je me demandais s'il y avait quand même un sentiment finalement européen, ou un sentiment on va dire d'appartenance à un même monde révolutionnaire à travers l'Europe, et si ça poussait peut-être à la volonté de créer un nouvel ordre au niveau des différentes nations qui sont censées émerger durant ces révolutions de 48, et si oui, pourquoi est-ce que finalement ça s'est un peu essoufflé après les révolutions, même dans les pays où la révolution a été victorieuse? Ouais, merci, c'est une excellente question. Il y a deux, voire trois niveaux de réponse. Premièrement, l'idée européenne, elle existe en 1848, mais d'abord chez les élites de l'ordre de Vienne. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 1815, dès qu'il y a une insurrection qui menace, les grandes puissances, France, Prusse, Autriche, Russe, se réunissent, décident d'intervenir et interviennent. Donc elles ont déjà une conscience en fait européenne, mais c'est une conscience conservatrice. En fait, on a une lutte des idées européennes à ce moment-là. Au moment de l'élan de 1848, va émerger une conscience européenne qui va prendre deux formes. Tout d'abord, ce qu'on appelle la République universelle. C'est ça le point derrière lequel tout le monde arrive à se réunir. Chacun a une définition différente de la République, donc ça explique pourquoi vous avez ces différences que vous avez appelées très justement des mondes culturels. Donc, chacun est dans son monde, mais dans ce monde, on a quand même des ponts communs. La République universelle en est un, et ça, c'est un pont qui va durer longtemps. En 1870, quand la France déclare la guerre à la Prusse et que la France devient république, tous les républicains d'Europe et d'Amérique interviennent au nom de la République universelle. Donc c'est une idée qui est quand même vouée à durer. Mais le projet des révolutionnaires, c'est un projet qui a disparu par la suite. C'est l'idée qu'au fond, combattre pour sa nation, c'est combattre pour la liberté, et donc combattre pour la nation des autres et pour la liberté des autres. Et c'est comme ça qu'en fait, ça c'est typique du premier 19e siècle, le combat national va de pair avec le combat international. On n'a pas la contradiction entre les deux qui va émerger à la fin du 19e siècle lorsque se mettent en place les États-nations et vont se développer ce qu'on appelle le nationalisme fermé, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les Français sont meilleurs que les Allemands pensent qu'ils sont meilleurs que les Français, etc. Donc il y a un moment de l'histoire européenne où l'idée nationale était une idée qui transcendait votre propre nation, et œuvrer pour la libération, entre guillemets, de votre nation, c'était participer à la libération de celle des autres. Et en ce sens-là, on pouvait avoir des mondes culturels différents et œuvrer dans l'esprit pour un même combat. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Mathis Defoe, également étudiant en L3 Histoire. On a beaucoup parlé des images qui circulaient, notamment vous avez parlé des images on reprenait des symboliques françaises, et je me suis demandé s'il n'y avait pas également des symboliques américaines, puisque vers la fin vous aviez dit que finalement la République c'était plus une expérience américaine, et je crois qu'au début on a dit aussi que la Constitution suisse, du coup elle s'est un peu inspirée de celle des États-Unis. Du coup je me suis demandé, est-ce que certaines républiques ont repris des symboliques des États-Unis? Ah bah oui, la France par exemple. Quand il y a les grands débats, donc merci, la question est également très juste. Quand il y a les grands débats autour de la Constitution française pour savoir si on va avoir un président ou un président élu au suffrage universel ou un président qui serait élu par la Chambre, si on va avoir un directoire ou pas, il faut imaginer quand même que les gens élus, d'une part, sont pressés en permanence par les pétitions de la population. On met en place une république, on ne sait pas très bien ce que c'est. La version française précédente n'avait pas duré très longtemps. Donc ils ont l'impression de faire un peu un saut dans le noir. Et ils ont deux référents pour savoir comment faire une république. Un, la référence française. Donc ça, c'est l'élan, l'idée nationale, la promesse d'émancipation.
Bon, mais après, ce qu'ils veulent aussi, c'est une république qui soit sage, c'est-à-dire qui assure l'ordre, qui dure, et ce qui leur semble être le référent par excellence pour ça, c'est les États-Unis, hein, qui donnent vraiment l'impression d'une république qui arrive à combiner promesses de liberté, présidence tournante et ordre et sagesse. Donc là, c'est un des très bons exemples de cette circulation du référent américain dans la Révolution de 1848. Après, c'est là où on manque de travaux. Moi, j'aimerais voir, effectivement, si, parce que ça, c'est encore des références d'élite, d'une certaine manière, si dans les mouvements républicains, on fait référence à ce modèle américain. Il faudra attendre un petit peu plus. L'impression que j'ai quand même, c'est que la référence américaine est de plus en plus utilisée après 1948 dans de très nombreux débats. Par exemple, sous la Commune, quand on réfléchit à un État fédéral dont la Commune serait, dont je parle de ce sur quoi j'ai travaillé dernièrement, dont la Commune serait un des jalons, hein, on a la Suisse toujours, on revient toujours à la Suisse, et les États-Unis, et les républiques latino-américaines. Donc là, on a un savoir de l'expérience atlantique un peu plus poussé, il me semble, qu'en 1848. Mais ça serait à creuser, pour le coup. Peut-être que si on cherchait un petit peu, on les trouverait plus fréquentes, les références américaines. Après, les références américaines, elle est ambiguë, hein, parce que c'est à la fois une promesse d'ordre, en même temps, pour ceux qui veulent une émancipation totale, donc la République démocratique et sociale, ça ne va pas assez loin, c'est plutôt un échec. Il faudrait aller plus loin dans leur esprit. Voilà, ça c'est à creuser. Merci en tout cas. D'autres questions ? Bonsoir. Vous venez de mentionner la Commune, et du coup, je me demandais si on avait aussi une histoire européenne de la Commune. Quelles références est-ce que les communards ont pu employer ? Et est-ce qu'on a pu avoir aussi un polycentrisme ou des événements ailleurs en Europe, notamment en Allemagne ou en Italie, qui pouvaient faire penser à la Commune qui se propagerait en fait en Europe ? Alors, le cas de la Commune est quand même différent parce qu'on n'a pas de vague révolutionnaire comme en 48. 48, franchement, faut le réinvestir le terrain. Il y a vraiment, il y a énormément de travaux à faire, énormément de choses à découvrir, énormément d'interprétations à revoir. La Commune, c'est une révolution essentiellement parisienne. On va avoir des communes dans certaines grandes villes françaises. On a aussi une commune d'Alger qui a été très peu étudiée, mais ça va l'être un peu plus. Mais il n'y a pas cette dimension, il n'y a pas cet élan européen, si vous voulez. En revanche, elle est elle-même connectée aux expériences européennes. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a beaucoup de volontaires qui viennent, je vous le disais tout à l'heure. Ils viennent pendant la guerre de 70, et après la fin de la guerre de 70, il y a une armée qui s'appelle l'armée des Vosges, qui est une armée de combattants transnationaux. Certains vont dans la Commune de Paris. Et les principaux généraux de la Commune de Paris, par exemple, c'est Dombrowski, qui est un général polonais. On retrouve le lien avec la Pologne. On en a d'autres qui sont des combattants italiens. À un moment, la Commune a demandé à Garibaldi de prendre la tête de son armée. Donc la référence européenne est constante. Et à l'inverse, lorsque la Commune débute, elle est tout de suite réinterprétée, un peu comme ce que je viens de vous montrer là, par tous les mouvements libéraux, radicaux, démocratiques, socialistes à travers l'Europe. Mais alors, chacun y voit sa commune, en fait. C'est jamais la même. Parce que comme les communards savent eux-mêmes pas ce qui est en train de se passer, chacun y voit ce qu'il veut. Donc les libéraux roumains, par exemple, pour eux, la commune, c'est une promesse de liberté des peuples. Ils ne voient pas du tout le caractère socialiste. Les tenants de la première internationale, eux, ils voient plutôt la promesse de l'émancipation des travailleurs. Ça, c'est Marx. Les radicaux, les démocrates de Florence, eux, ils voient un État fédéral par le bas qui est enfin aux mains des... Et donc il y a autant de petites communes comme ça qui se développent dans l'esprit des gens. Et une fois que la commune échoue dans le sang, comme on sait, ça va devenir un symbole qui est déjà présent dans chacun de ces groupes. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est... En tout cas, ça c'est je vous fais le pitch de mon habilitation dirigée des recherches, puisque c'est exactement l'argument. C'est qu'elle est immédiatement à la fois locale et transnationale. C'est-à-dire c'est tout de suite un événement européen, voire global, même s'il n'y a pas de diffusion de vagues révolutionnaires. Et c'est pour ça qu'elle a un tel point symbolique par la suite, parce qu'elle dure que 72 jours, donc c'est rien. Et si elle marque autant les esprits, c'est que dès le début, en fait, tout le monde la regarde. Tout le monde regarde ce qui se passe. Parce que les gens ont en tête, notamment, le printemps des peuples. Là, il y a un jeu entre les révolutions, il y a des échos entre révolutions qui sont extrêmement intéressants. Alors, une autre question ?
J'ai entendu un vas-y, donc il peut y aller. Donc moi j'aimerais savoir, vous avez dit que le suffrage universel en France a justement poussé, vu que c'était quand même un pays encore très rural, si justement en fait ces révolutions-là, ces poussées-là, vu que ce sont quand même des mouvements, que vous avez parlé des villes, en fait c'est un mouvement qui est très citadin, j'aimerais savoir si ça a touché, si c'est l'idéologie, et aussi passé par les campagnes, ou c'est uniquement resté finalement un phénomène de citadins, d'ouvriers. Oui, ça c'est un peu un biais de lecture qui a été imposé par ma présentation. En réalité, il y a un 48 rural très fort. En France notamment, hein, c'est très, très important. Les plantations des arbres de la liberté, on les trouve dans beaucoup de villages. Simplement, la référence à l'idée de droit n'est pas tout à fait la même. Hein. Dans le monde rural, la République, c'est le moment où vous pouvez rentrer dans vos droits. C'est-à-dire que tous les espaces communaux qui ont commencé à être grignotés par les différents propriétaires, etc. L'idée, c'est qu'on va enfin pouvoir se les réapproprier, les récupérer. Donc la définition des droits n'est pas tout à fait la même. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement provisoire à Paris, qui lui est un vrai gouvernement d'urbain, a pris des mesures assez maladroites, comme le fameux impôt des 45 centimes. 45 centimes par franc d'impôt au titre des contributions directes. Donc ça fait une petite augmentation de 45% des impôts. Là, c'est plus des gilets jaunes que vous avez, hein, c'est des insurrections rurales très fortes, comme vous en avez par exemple dans le Gers, qui sont extrêmement importantes. Et ça a un petit peu déconnecté les mondes paysans en tout cas ceux qui s'étaient impliqués dans l'expérience républicaine de 48, de ce qui se passe à Paris. Donc il y a un jeu également complexe de rapport entre ville et campagne, qui fait qu'il y a ces effets de déconnexion un petit peu entre les deux. Mais il y a un 48 rural. De la même manière, en Allemagne, je voulais vous en parler au début, et puis vous avez vu, j'ai déjà presque dépassé mon temps. Mais le second mouvement radical se traduit aussi dans les campagnes, hein, avec des révoltes assez classiques. Hein. On a destruction des maisons des seigneurs, reprise en main des communaux, exigence de droits multiples, de revendication d'une dignité citoyenne, etc., etc. Ça, c'est pareil, il faudrait les réintégrer. C'est pas les mêmes dynamiques. En fait, là, j'ai insisté sur les dynamiques transnationales, mais à l'intérieur de chacun des espaces, il faudrait faire la distinction entre les dynamiques urbaines et les dynamiques rurales, qui fondent sur le modèle de l'économie morale de la foule, c'est-à-dire que c'est des foules qui vont détruire des châteaux, des terres, etc., au nom d'une certaine idée du bon droit qu'ils estiment être bafoué. Donc c'est encore une autre logique qui se met en place à ce moment-là. Ce qui rend l'événement encore plus intéressant. Alors que pendant la Commune, par exemple, là, on a un phénomène qui est beaucoup plus urbain et les campagnes ne suivent pas. Pourquoi ? Parce que avec l'exode rural, hein, les populations les plus défavorisées sont parties dans les villes. Et donc les campagnes ont été délestées en quelque sorte des éléments les plus virtuellement insurrectionnels. Par ailleurs, les années 50-60 sont un moment de mieux-être du monde rural. Donc il y a moins de raisons de s'opposer à ce moment-là. Donc la question rurale est majeure en fait. Manon Cardo, L3 Histoire. Je voulais savoir si, lorsque le gouvernement provisoire s'est mis en place, est-ce qu'on avait encore une partie de la population qui s'est révoltée parce qu'elle voulait garder la monarchie au pouvoir en France notamment ? Alors, dans toute situation insurrectionnelle, vous avez toujours des gens qui sont contre la dynamique révolutionnaire. Soit ils sont contre pour des raisons politiques, hein, c'est le cas par exemple dans le Morbihan qui va élire Tocqueville assez rapidement, où là on a un type de lien entre les notables et les populations qui est de suggestion, beaucoup plus que dans ce qu'a étudié Maurice Agulon, hein, qui est les républiques au village du sud de la France, ou tout simplement des gens qui ne veulent pas la révolution parce qu'ils n'ont pas envie de ce qu'ils perçoivent comme un désordre ou une menace pour leur sérénité, sachant que les équipes sont déjà un petit peu précaires. Donc on trouve toujours ces phénomènes-là. La particularité de 48, en tout cas pour la France, c'est qu'on a très peu de groupes qui étaient attachés paradoxalement à la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que dans les zones rurales en question, y compris les zones conservatrices,
les prêtres, par exemple, l'Église va assez rapidement prendre fait et cause pour la Révolution, pas au sens où lui donnent les républicains, hein, mais en disant au fond que le régime de la monarchie de Juillet, qui est associé à ce moment-là à un régime d'argent, de corruption, de scandales financiers, ça chute, hein, c'est la providence divine qui vient restaurer un règne de justice au sein du peuple français. Et donc, évidemment, on ne perd jamais le nord, hein, les prêtres estiment être les tenants de cette justice divine qui doit s'exprimer après 48. Ce qui fait qu'on a un moment quand même assez incroyable où des groupes qui normalement auraient dû être opposés les uns aux autres vont communier littéralement. C'est pour ça que je vous disais que la question de la religion devrait quand même être étudiée plus avant, en tout cas celle de la sacralité, autour du moment 48. Et il y a plein de groupes qui normalement ne sont pas d'accord entre eux, qui à ce moment-là vont s'entendre en tout cas. Ça c'est une particularité quand même de 48, le fait que beaucoup d'élites, de groupes ruraux, de groupes urbains et autres s'entendent au fond pour ne pas soutenir la monarchie de Juillet. Et après, une fois que les mesures révolutionnaires sont prises, on a ces phénomènes de résistance, de contre-révolution qui sont également extrêmement importantes. D'abord, j'aimerais rétablir une vérité. Quentin n'est docile qu'avec lui-même. Lorsqu'on avait évoqué ce projet de conférence il y a un peu plus d'1 an au Mexique, je t'avais dit on pourrait faire quelque chose de connecté France-Allemagne, et tout de suite tu m'as dit mais il faut rajouter la Suisse évidemment. Comment tu as pu ne pas y penser? Donc il s'est fait plaisir tout seul, il a voulu voir la Suisse, il a vu la Suisse. Et il la verra sans doute encore, parce qu'effectivement c'est une piste vraiment fructueuse. Par ailleurs, je n'ai pas une question, enfin si une question, j'aimerais soumettre à ton jugement une question peut-être de méthode. C'est-à-dire que pour comprendre les connexions des phénomènes révolutionnaires, est-ce qu'il ne faut pas remonter un peu dans le temps et considérer des événements, des prolégomènes aux phénomènes révolutionnaires nationaux, déjà dans une perspective connectée? Par exemple, les banquets, on sait qu'il y a une grande campagne bien avant 48, il y a des campagnes en 40, etc. Et pour ce que j'en ai vu, il y a énormément de questions. Les toasts, par exemple, manifestent une grande ouverture à l'extérieur. Le droit de visite, la crise d'Orient est à l'ordre du jour, ce qui est assez peu étudié par l'historiographie française. Je pensais aussi à ce que tu disais sur l'association. Tous les journaux qui parlent de l'association bien avant 1848, Le Globe par exemple, résonnent en termes nationaux, mais aussi en termes internationaux, en disant l'association, c'est aussi le moyen de garantir une paix, un nouvel ordre, un contre-ordre de Vienne qui sera fondé sur la démocratie, qui arrivera au même but, la paix, mais par l'émancipation des peuples et des mondes ouvriers. Donc est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire qu'il faut travailler un peu plus dans la durée et aller voir ces phénomènes au moins une décennie avant, sans parler des effets d'écho très forts, évidemment, qu'on connaît un peu, entre 1830 et 1848 ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une grande question que se posent notamment les sociologues et les politistes sur la crise politique. Comment agit le passé dans une crise politique et quel passé agit? Puisqu'on voit bien que lorsque la crise démarre, les acteurs remobilisent soit des pratiques, soit des souvenirs, soit des références, et dans un sens différent de celui qu'ils mobilisaient avant. On peut remonter beaucoup plus loin. Moi, pour la commune, je suis remonté jusqu'aux communes médiévales pour tester, pour voir si ça fonctionne. Après, il faut voir qu'est-ce qui reste et qui fonctionne. Mais la commune, lorsqu'elle se met en place, fait référence aux communes médiévales. Donc c'est une mémoire qui agit aussi. Et en réalité, là tu pointes du doigt un des problèmes majeurs de ces approches transnationales des révolutions. C'est qu'il y a toujours, en fait, il y a deux éléments à faire jouer. Il y a l'espace, c'est ce que j'ai fait là. Et il y a le temps. C'est que chacun des points que j'ai évoqués là est inscrit dans sa propre généalogie, se réinvente sa propre généalogie et se réinvente même sa propre vision du futur. Donc en fait, il faudrait compliquer chacun des points que j'ai abordés, Paris, les mondes ruraux, Bade, l'expérience du Parlement, par ces lignes généalogiques qui ne sont pas des lignes directes, hein, c'est les acteurs qui se réinventent leur propre passé au moment même où ils font révolution. Et on doit remonter en réalité au moins à la Révolution française, voire auparavant, puisque chaque fois, on se recrée des lignes généalogiques qui peuvent remonter beaucoup plus loin jusqu'à la guerre des paysans du XVIe siècle, etc., etc. Ce qui fait que ça complique encore plus chacun des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui. Mais là, je me suis limité un peu à cette approche transnationale et globale. Mais chaque lieu
à sa propre profondeur historique. Alors, du coup, j'en profite, parce que personne n'a osé encore faire le lien avec les Gilets jaunes malgré l'introduction. Est-ce que tu vois, tu évoques très justement l'imagination des mondes, des utopies, des mondes du 148 idéaux? Est-ce que ça existe, à ton avis, là, dans la crise des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a cette capacité à rêver des mondes possibles, à ouvrir les possibles? De toute façon, ouvrir les possibles... Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de référence, il y a très peu de références à la Commune ou à 48 dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors qu'on aurait pu ça, par exemple, Nuit debout, qui avait eu lieu quelques années auparavant, c'était omniprésent. Donc c'est pas tout à fait le même référence. Là où 48 peut aider à comprendre les choses, c'est cette fameuse République démocratique et sociale des ouvriers. Là, c'est cette idée qu'au fond, il faut se méfier des délégations, se méfier des représentations, la souveraineté populaire est directement aux mains du peuple. On entend ça, dans le refus d'avoir des porte-paroles, dans le refus de reconnaître l'intérêt des relais qui essaient de mettre en place la présidence actuelle. Bon, ça, typiquement, ces deux conceptions de la souveraineté populaire et de sa traduction que 48 exemplifie absolument merveilleusement. Mais moi, parce qu'on m'avait interrogé là-dessus, ce qui me semblait le plus intéressant comme référent historique, c'est ce que l'historien britannique Edward Palmer Thompson a appelé l'économie morale de la foule. La question qui se pose, c'est on a un mouvement, on n'arrive pas trop à savoir d'où il vient, politiquement ça va dans tous les sens, les groupes sont très nombreux, qu'est-ce qui associe ces gens ? Ce que dit Thompson, au fond, donc il parle lui notamment des ludites des années 1820, c'est-à-dire ces ouvriers qui, dans les campagnes, vont aller détruire les machines. Pendant très longtemps, les historiens ont dit bon, c'est des sauvages, ils n'ont rien compris, ils sont complètement fous. En fait, il va regarder ce qui se passe et il se rend compte que quand ils vont détruire les machines, et ça vaut pour le monde rural, en 48, on a les mêmes phénomènes. Ils y vont en procession, avec des bannières, ils envoient des émissaires, ils font référence à ce qu'ils appellent un bon droit qui aurait été bafoué. Bref, il y a une morale dans cette attente, et c'est donc ça l'économie morale. Il y a une morale de l'économie. Ce qu'on trouve un petit peu dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, il y a une morale de l'économie. C'est-à-dire que tous ces gens-là ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais il y a l'idée qu'il y a un bon droit qui a été bafoué, qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est mis en place, que l'État ne respecte pas un certain nombre de règles de base qu'il devrait respecter, notamment la question de l'État social post-45. Et là, je crois que ça fonctionne mieux, c'est-à-dire ce sentiment d'injustice qui fait qu'il faut réagir. Et pourquoi on réagit comme ça ? Parce que tous les relais qui ont été mis en place justement après 48 dans les principales démocraties occidentales, c'est-à-dire le vote, les partis, les syndicats, sont en crise majeure. Le rôle des partis et des syndicats, normalement, c'est de transformer en langage politique les colères ou les revendications de la population. Lorsque ces groupes-là ne fonctionnent plus pour des raisons historiques qui pourraient être discutées aussi, qui sont d'ailleurs liées à des mouvements transnationaux également, qu'est-ce qui reste aux gens pour s'exprimer ? Ces références-là, qui donc sont très anciennes, mais sont parfaitement pertinentes et d'actualité dans la situation politique actuelle. Et c'est pour ça que le mouvement a une force, c'est qu'il porte un message que les gens comprennent très bien. C'est pour ça qu'il y a ce soutien assez fort de l'opinion publique, même s'il prend des formes très compliquées. Le problème, c'est que dès qu'il va y avoir une possibilité de traduction politique, on le voit maintenant. Est-ce qu'on fait un parti, est-ce qu'on ne fait pas un parti ? Est-ce que ça se transforme en mesure ou pas en mesure ? La dynamique risque de tomber. Ou pas, on verra. C'est là où les possibles sont ouverts. Mais c'est plutôt cette référence-là qui me semble pertinente. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez beaucoup une demande de réparation d'une injustice de la part de l'État. Et si l'État respectait sa part du travail, au fond, ils arrêteraient. C'est un peu ce qui a été demandé en décembre. Bon, mais c'est des éléments qui sont encore en discussion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Donc je me permets donc de rebondir sur votre conclusion, ou du moins plutôt donc la célèbre peinture de François Billard sur l'abolition de l'esclavage. Donc je me pose la question en fait, est-ce que justement cette abolition de l'esclavage, elle faisait partie des revendications principales de ces révolutionnaires, et ou comment par exemple les conditions de vie de ces populations noires ont pu être pris en considération par les populations métropolitaines, s'il y avait éventuellement des journaux, des circulations. Bon, ça m'étonnerait de photographies ou de ce genre de choses-là, parce qu'on parle quand même de populations qui se situent à l'autre bout du monde et qui sont dont les Français métropolitains ne connaissent ni d'Adam et d'Ève finalement. Et je me demande justement comment
l'enjeu de cette abolition de l'esclavage a pu être développé. Ouais, merci. C'est une excellente question. En plus, ça me permet de rebondir sur l'analyse de ce tableau qui est assez connu, mais qui est classique. Le tableau donne l'impression qu'en gros, généreusement, la République libère ces malheureux noirs qui sont d'ailleurs pas très bien habillés, à moitié nus, et leurs chaînes sont libérées, etc. Bon. C'est une reconstruction républicaine de l'abolition de l'esclavage. Il y a deux choses. Tout d'abord, en France, abolir l'esclavage, c'est abolir le principe de l'esclavage en général. Il faut rappeler que les ouvriers décrivaient leurs propres conditions de travail comme étant celles de la féodalité et de l'esclavage. Donc ça fait référence, même si juridiquement ça fait appel aux esclaves des colonies, symboliquement c'est encore plus fort. Par ailleurs, il faut rappeler quand même que l'Angleterre a aboli la traite en 1807, l'a imposée à l'abolition en 1815 et a elle-même aboli l'esclavage entre 1833 et 1836. Ce qui fait que dans l'esprit, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, dans les débats, en tout cas intellectuels des années 1840, c'est une cause très présente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque l'esclavage est aboli, on envoie des commissaires pour appliquer l'abolition de l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe. Mais évidemment, les esclaves n'ont pas attendu le commissaire. En réalité, dès qu'ils ont appris qu'il y avait une nouvelle révolution qui s'était mise en place en février 48, et là ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, il faut rappeler quand même le précédent de la République haïtienne de 1804. En fait, à Saint-Domingue, à partir de 1791, on a un processus républicain qui devient une indépendance. Ça, c'est présent dans la tête de tous les acteurs. Et dès qu'ils apprennent qu'il y a une république qui s'est développée en France, cette mémoire-là revient, et en fait, on a toute une série d'insurrections d'esclaves extrêmement importants qui, comme ça avait été le cas à Saint-Domingue, imposent en réalité leur affranchissement avant même l'arrivée des commissaires. Et le rôle des commissaires de la République lorsqu'ils arrivent va être de dire « Ok, on confirme l'abolition de l'esclavage, par contre, si vous pouvez vous remettre au travail, si ça ne vous dérange pas. » Et donc du coup, on ne donne pas de terre, on essaye d'indemniser plutôt les colons. Donc c'est plutôt leur rôle va être plutôt un retour à l'ordre en un sens. Mais ça ne doit pas enlever la force symbolique extraordinaire de cet événement qui fait quand même que en France, en 48, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, toutes ces populations-là, elles ont immédiatement le droit de vote. Et le vote est largement pratiqué aux élections législatives de 48. Par contre, dès qu'on a le phénomène de réduction républicaine dont je vous parlais tout à l'heure, on réduit aussi le droit de vote aux colonies. Et puis alors avec le Second Empire, c'est réglé, le droit de vote est littéralement terminé. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une vraie ouverture. C'est une histoire extrêmement importante en réalité, cette histoire de l'esclavage, parce que ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe réverbère après dans tout l'espace latino-américain, rentre en débat par rapport à la question de l'abolition aux États-Unis, etc., etc., etc. Donc c'est ces effets de flux et contre-flux dont je vous parlais tout à l'heure qui sont extrêmement compliqués. Mais il ne faut pas donner trop le beau rôle au personnage qui a son drapeau français à côté de lui. Ça, c'est la vision que... C'est pire que ça, c'est la vision que la République a inventée pour justifier la colonisation. Donc, vous savez que quand la France colonise l'Algérie et qu'elle fait en 1848 2 possessions d'Afrique du Nord, 3 départements d'Algérie, l'idée, c'était de ne pas faire une colonie pour ne pas supposer l'idée qu'on allait remettre l'esclavage sur le territoire algérien. Mais ça n'empêchait pas du tout d'avoir une colonie. Bon, là, il y a tous les débats. Le mot même de colonie est chargé de sens et de débat politique. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Vous évoquiez que là, en France et en Allemagne, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote après 1848. Donc je me demandais quelles étaient leurs places dans les insurrections, si elles avaient une place particulière, et s'il y avait d'autres formes de participation politique pour les femmes. Excellent. Je vous remercie parce que c'est tous les points sur lesquels que j'ai dû couper dans ma présentation lorsque je l'ai préparée. Alors, les femmes, traditionnellement, ont un rôle important dans les mouvements insurrectionnels. C'est le cas dès la Révolution française. Là, il y a un énorme courant de recherche. Une historienne qui s'appelle Clyde Plumosil parle de division du travail, division sexuée du travail révolutionnaire. C'est-à-dire que les femmes ont un rôle dans la dynamique révolutionnaire. Typiquement, au moment de la marche des femmes en octobre 89, c'est les femmes qui vont porter la demande. Et au fur et à mesure où elles portent la demande, elles lui donnent un sens politique. C'est pas comme si elles portaient la demande de pain et que les hommes allaient arriver derrière et donner le sens politique. La transformation se fait immédiatement par elles. Ce qui se passe en 48, qui est quand même important... Alors ça, c'est différent entre la France et l'Allemagne. En France, les revendications féminines vont beaucoup plus loin.
C'est-à-dire que donc on trouve assez peu les femmes sur les barricades. En revanche, on a des clubs féminins, on a La Voix des femmes, le premier journal féminin. On a Jeanne de Rouen qui va demander la possibilité d'être élue, ce qui va provoquer les sarcasmes les plus terribles de l'Assemblée d'avril puis de 48 puis de mai 1849. Et donc il y a une vraie dynamique assez forte qui va très loin. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, je vous disais, ça dépend où vous regardez. Si on regarde le centre du pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée constituante, etc., très vite on exclut les femmes, mais on les exclut ouvertement. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le droit d'avoir des clubs, la demande de droit de vote, elle n'est même pas discutée, etc. Si vous regardez ce qui se passe dans le mouvement associationniste ouvrier dont je vous parlais tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il démarre en 48, il redémarre en 49, en 1850, à un moment, les associations arrivent à se lier entre elles. Elles créent une association des associations. Et qui est-ce qu'on met à la tête de cette association des associations? C'est une femme, Jeanne de Rouen. Donc c'est vous dire la force en fait symbolique qu'elles ont pu prendre dans le mouvement révolutionnaire en France en 1848. Et c'est pour ça que ça va rester comme un point nodal quand même dans la réflexion féministe et depuis le 19e siècle et jusqu'à après les années 70, etc. En Allemagne, c'est différent parce qu'il n'y a pas cette demande radicale et démocratique de la part des femmes. La plupart des femmes, mais ça c'est parce qu'elles vont se cantonner dans un rôle plus libéral et elles vont investir massivement plutôt les associations d'éducation. Hein, l'idée, qui est aussi une idée que défendra George Sand, hein, c'est qu'il faut d'abord les éduquer pour qu'elles apprennent à s'émanciper. Et une fois qu'elles sont émancipées, elles pourront demander le droit de vote. Alors que les radicales françaises disent non, c'est tout de suite. Et puis de toute façon, les hommes ne savent pas plus pratiquer le droit de vote que nous, puisqu'ils ne l'utilisaient pas avant. Donc on apprendra avec eux et ça se passera très bien. La version allemande est un petit peu différente, mais on a des journaux de femmes, hein, le Frauenzeitung, qui est une expérience importante. Et la Voix des femmes et le Frauenzeitung sont en échange, en correspondance. Donc il y a aussi une connexion transnationale du mouvement féministe. Il y en a une aussi avec les Américains, avec la Convention de Seneca Falls en 1848, où les femmes demandent l'abolition de l'esclavage et en même temps l'intégralité des droits politiques. Aux États-Unis, la lutte pour les droits des femmes se combine avec la lutte pour les droits de l'esclavage. C'est pour ça que les femmes sont très présentes dans les débats abolitionnistes américains, par exemple. Mais c'est une histoire passionnante, hein. Il y a encore plein de choses à voir. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous savez comment est-ce que ces révolutions de 48 sont perçues dans les pays qui ne sont pas touchés? Par exemple, les États-Unis, de leur côté, comment est-ce qu'ils perçoivent ces vagues de révolution en Europe, en 48, ou au Royaume-Uni, par exemple? Alors, le Royaume-Uni, ils sont effrayés, mais il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est traversé par une... En fait, quand on dit que le Royaume-Uni a été préservé des révolutions, c'est assez discutable, parce qu'on a une énorme vague de contestation qu'on appelle le chartisme, qui démarre dans les années 30, qui prend quasiment une tournure insurrectionnelle dans les années 1840. Et en avril 48, on a quand même une grève générale. Et en avril 48, on a une tentative d'insurrection à Londres. Donc en fait, le simple fait de décrire l'Angleterre comme ayant échappé, entre guillemets, à la vague du printemps des peuples, en soi, c'est discutable. Mais c'est pour ça qu'ils ont eu aussi peur. C'est que, précisément, le chartisme, ils ont eu très très peur que les demandes des chartistes s'accroissent avec les événements de 48. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la réaction du gouvernement avait déjà été mise en place et échappe en quelque sorte à cette vague-là. Ce qui permettra à l'Angleterre de dire que son modèle politique est meilleur, et c'est parce qu'on avait déjà en place une monarchie parlementaire qu'on a échappé aux grandes vagues de 1848. Et en 1851, pendant la fameuse exposition universelle de Londres, l'Angleterre célèbre son modèle économique, mais aussi son modèle politique. Et l'argument, c'est de dire, regardez, vous avez été complètement balayés par les révolutions de 48 avec des radicaux terribles et tout, nous, tranquille. À tel point qu'on va demander aux Allemands, aux Français, donc ça c'est les relations police-société dont vous parliez tout à l'heure, d'envoyer les chefs de police pour vérifier qu'il n'y ait pas des radicaux, des révolutionnaires européens qui viennent mettre le bazar pendant l'exposition universelle de 1848. Toujours, on a des connexions cette fois policières. Alors, aux États-Unis, c'est un petit peu différent, puisque les États-Unis ont tendance à se positionner un petit peu comme les grands frères de toutes les révolutions démocratiques et républicaines dans le monde. Donc, le regard est plutôt favorable, avec toujours cette même interrogation, hein, est-ce que les Européens ne sont pas un peu trop
violent pour faire les choses correctement. Les États-Unis font la séparation entre république et révolution après la commune. Quand ils voient la commune, ils font « Ah non, là, c'est pas possible. On arrête tout de suite. » Et là, la République américaine s'éloigne du rêve révolutionnaire. En 1948, elle est encore dans l'idée que sa mission historique est de porter l'émancipation révolutionnaire à l'échelle mondiale. Mais elle n'intervient pas. C'est pas encore une grande puissance à ce moment-là. Merci. Encore une autre question ? Sinon, je me permets de poser une autre question. Est-ce que les révolutions nationales de 1848 ont eu une culture post-révolutionnaire et un impact dans les mémoires aussi grand que celle de 1789 ou de 1830 ? Oui, alors là, par contre, s'il y a un acquis, donc je vous ai dit, il y a ce grand mouvement révolutionnaire, il y a une phase de réaction, mais s'il y a quelque chose qui reste, c'est la mémoire héroïque des grands révolutionnaires de toute l'Europe. Lajos Kossuth, que vous connaissez peut-être ou pas, le grand héros hongrois, Garibaldi, la grande figure romantique transnationale par excellence, Mazzini, tous ces gens-là vont baigner des mémoires qui vont être... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une mémoire qui aurait dû être transnationale, puisque ces acteurs eux-mêmes circulent, et qui vont être récupérés dans des mémoires nationales. Vous ne connaissez pas Kossuth, ce qui est dommage au passage, mais c'est des choses qui arrivent. Et Ecker, que vous ne connaissez pas non plus, est une des grandes figures de l'imaginaire national allemand aussi. Donc toutes ces figures révolutionnaires-là qu'on a oubliées sont très importantes localement. Ils vont rejouer par la suite dans tous les mouvements libéraux. On fera référence à ça de la même manière qu'en 1948. Dans tous ces espaces allemands, on fait référence à la bataille des nations de Leipzig en 1813 et aux associations de citoyens qui s'étaient mobilisés contre l'Allemagne à ce moment-là. Donc là encore, on a cette chaîne dont tu parlais tout à l'heure, cette chaîne de mémoire qui se constitue à chaque fois. Le vrai héritage de la Révolution de 1948, c'est ces figures héroïques, associées à l'idée de liberté, qui seront remobilisées à chaque fois qu'il y aura une demande de plus d'ouverture libérale, de plus de droits ou de plus de démocratie. Et là, l'impact est très important pour le coup. D'accord, merci. Donc s'il n'y a plus de questions, cette conférence va maintenant prendre fin. Donc au nom de toute la communauté d'élèves et d'enseignants de licence 3 Histoire à l'UHA, nous vous remercions, Monsieur de Lermoz, pour cette pertinente intervention sur la révolution transnationale de 1848 et merci d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions également tous celles et ceux qui ont été présents ce soir. Nous espérons vous revoir bientôt pour le prochain événement de notre cycle de conférences de la Forge de l'Histoire qui se déroulera ici même à la Fonderie le 7 mars 2019, portant sur mai 68, un événement franco-allemand. Merci à tous et bonne soirée. Merci.